Bonjour à tous, absolument ravie de vous retrouver sur cette nouvelle émission complètement organisée par le Conservatoire du Littoral. Je suis magnifiquement entourée, enfin c'est pas franchement entourée, mais ils sont tous sur le côté, avec trois personnes qui connaissent le littoral sur le bout des doigts. Ils ont les bureaux les plus beaux de la Terre. Alors, moi, je vais commencer par les filles parce que c'est quand même super. Alors là, vous avez Claire Josso. Claire Josso, elle est agent du littoral sur la réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert, dans les magnifiques Côtes d'Armor. Voilà, on va voir que j'adore cette région. Là, vous avez Franck Auron. Franck Auron, alors lui, c'est juste le festival, en fait. Il est chargé de mission pour tous les lacs des Alpes du Nord et du Jura. Donc, à chaque fois que vous irez dans ce coin-là et que vous verrez un grand lac, vous penserez à Franck. Et je finis par Dominique Beauvais, qui est garde du littoral sur l'agglomération de Guingamp-Paimpol, qui se trouve aussi sur les côtes, dans les Côtes d'Armor. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Donc, cette émission va durer 1h30. On va essayer de ne pas trop déborder, mais bon, je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions qui sont en attente. Pendant toute l'émission, on va vous présenter des vidéos, des photos, on va répondre à vos questions. Mais surtout, pendant toute l'émission, vous regardez sur la partie qui se trouve à droite de votre écran. Il y a un espace sur lequel vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, vous avez devant vous trois spécialistes vraiment du littoral. Allez-y, posez-leur des questions. C'est vraiment le moment d'interagir avec eux parce que c'est plutôt magique. Alors parfois, ils ne connaîtront peut-être pas totalement la réponse, c'est tout à fait normal, mais je peux vous assurer, pour les avoir testés, qu'ils en connaissent quand même beaucoup. Voilà. Alors, on vous rappelle le sujet. Le sujet de cette émission, c'est agir maintenant pour protéger la biodiversité. Alors, on va commencer par vous présenter des petites photos qui sont toutes extraites des sites du Conservatoire du Littoral. Et pendant que vous voyez ces photos, moi je vais demander déjà à nos trois intervenants qu'est-ce qui est particulier sur le littoral. La biodiversité, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, qui se lance? Dominique? Allez, c'est parti. C'est toujours des endroits qui sont très riches d'un point de vue biodiversité, puisque c'est un peu une rencontre entre la mer et la terre finalement. Et du coup, sur cette transition littorale, il y a toute une richesse comme sur une lisière forestière finalement, avec des espèces qui viennent de la terre, des espèces qui viennent de la mer et des espèces qui vivent juste sur cette interface en fait. Super. Alors Ouais. Franck, parce que toi tu n'es pas mer, toi tu es lac. C'est aussi riche le littoral d'un lac? Oui, c'est aussi riche, c'est juste de l'eau douce à la place de l'eau salée, mais c'est effectivement la même densité de plantes et d'espèces d'animaux. Qu'est-ce que vous diriez à propos du littoral? Qu'est-ce qui a changé? Alors je pourrais dire depuis 30 ans, depuis 10 ans, ou il y a peu de temps. Est-ce qu'il change beaucoup ce littoral? Il y a une évolution, hein, c'est certain. Alors, les sites du Conservatoire du Littoral sont très présents, augmentent d'année en année puisqu'il y a des acquisitions. Et on sent aussi qu'il y a beaucoup de demandes des gens de pouvoir profiter, bénéficier aussi de ces espaces de nature. Enfin, à mon sens, pour moi, sur les sites sur lesquels je travaille, c'est ce que je peux constater, qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus de gens en tout cas qui fréquentent ces espaces naturels. Donc ça veut dire que ce sont des espaces qui sont très fréquentés, c'est ça, Claire? Oui, c'est des espaces qui ont été très urbanisés à l'époque, qui sont peut-être un peu plus protégés aujourd'hui, mais on a une fréquentation qui augmente sur ces espaces et des usages qui se développent aussi. Donc oui, c'est des pressions sur des milieux qui sont sensibles. C'est quoi les usages que vous voyez? Qu'est-ce que vous appelez des usages sur le littoral? C'est quoi par exemple? Des usages plutôt récréatifs, comme le développement de certains sports de plein air aussi, kayak, la randonnée, les sports de voile, qui peuvent avoir un impact sur certains milieux, comme des îlots, par exemple. Oui, parce que les gens viennent sans cesse autour et peuvent déranger la faune, c'est ça. Okay. Toi, et on continue aussi à avoir de l'urbanisation. Même si le conservatoire est là depuis plus de 30 ans, ça fait déjà énormément d'urbanisation qui se rajoute. Sur la Haute-Savoie, on est passé de à peu près 300 000 habitants à plus de 500 000 habitants en 30 ans. Ah oui.
Et du coup, les gens y construisent des maisons, c'est normal, et le littoral continue à s'urbaniser. Et du coup, la mission du Conservatoire du littoral, qui est de protéger ce littoral, elle est toujours aussi importante, voire de plus en plus importante. D'accord. Et pendant tout forcément, dès qu'il y a urbanisation qui continue, on a de moins en moins d'espace pour la biodiversité. Ouais, c'est ça, l'éternel problème. Ok, alors on a plein de bonjours qui nous arrivent, super. Alors on a une première question que je vais quand même prendre, c'est est-ce que la biodiversité est vraiment en danger? Ou est-ce qu'on exagère un peu? En fait, c'est ça. Alors, est-ce que la biodiversité est vraiment en danger? Vous diriez quoi? Oui. Affirmatif? Absolument. Vous êtes tous Oui. affirmatifs, sans Oui, hésitation. Alors, dites-moi pourquoi. On le constate, c'est-à-dire qu'on a des équipes de scientifiques qui font des suivis sur, on va dire, tous les types de plantes et d'animaux, et toutes ces espèces sont en déclin profond. On a même des espèces où il reste aujourd'hui 30% de ce qu'il y avait il y a 50 ans. Donc on est vraiment face à quelque chose de très grave, et on ne le dit pas assez, même si on commence à le dire, à l'entendre, d'où les questions. Mais voilà, c'est oui. Ouais. Et vous le constatez sur les sites sur lesquels vous êtes? C'est visible, hein, effectivement. Hein, l'exemple des insectes, il est vraiment flagrant. On parle d'espaces protégés sur lesquels les insectes, en quelques décennies, ont petit à petit, alors pas totalement disparu, mais on a perdu beaucoup en diversité d'espèces et en quantité aussi en termes de biomasse. Quoi. Finalement, on a beaucoup moins d'insectes. C'est un exemple visible, hein, vraiment. D'accord. Ok. Alors, une dernière question avant qu'on fasse un petit coup de focus déjà sur le lac Léman. Est-ce que vous constatez une évolution sur tous ces espaces qui sont quand même fragiles? Est-ce que vous constatez une évolution suite au changement climatique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Claire? Après, c'est pas facile vraiment de juger si c'est dû aux changements globaux, mais c'est vrai que nous, par exemple, au Sillon, on observe des tempêtes peut-être un peu plus violentes certains hivers, qui ont du coup un impact aussi sur la forme du sillon, et du coup qui ont aussi un impact sur son recul. Donc oui, il y a peut-être des événements climatiques qui sont plus violents qu'à l'époque. Après, est-ce que c'est vraiment dû au changement climatique? C'est pas facile pour moi, je trouve, de le juger pour l'instant. Puis après, on a aussi des espèces qu'on ne retrouvait pas avant sur nos terrains, qui ont plus tendance à vivre plus au sud de la France, qu'on retrouve aujourd'hui un peu plus au nord. Donc c'est ces petits changements-là qu'on commence à percevoir chez nous, du moins. Ouais. Franck, du côté des lacs, il y a des choses qui se voient? Du côté des lacs, comme on est sur des eaux fermées, en fait, plus il fait chaud, plus ça s'évapore. Et comme il y a de moins en moins de pluie sur les montagnes et tous les reliefs, les lacs, chaque été, sont de plus en plus petits. Et et ça fait des grandes plages, hein, c'est joli, mais on se rend compte qu'il y a moins d'eau dans le lac. Et sur les plus petits lacs, alors on est quand même sur des grands lacs, hein, au Conservatoire du littoral, on s'occupe des lacs de plus de 1000 hectares. Et sur les plus petits de ces grands lacs, on constate que l'eau, elle se réchauffe plus qu'avant. Et du coup, on a des algues qui existaient déjà, mais comme elles aiment bien la chaleur, elles se développent beaucoup plus. Et pour nous, on dit qu'elles explosent, c'est-à-dire qu'elles colonisent toute l'eau, en épaisseur et en surface, et elles produisent des déséquilibres avec toutes les autres plantes qui sont dans l'eau et les animaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. On a vraiment deux aspects importants. Ok. Alors, je vous propose de faire un premier voyage sur un lieu qui est quand même joli. Enfin, tout est joli, hein. Les terrains du Conservatoire du littoral, j'en connais pas de raté. Alors, on va faire un voyage sur le lac Léman. Alors, on va vous montrer une première carte, voilà, pour bien situer où on se trouve en France. Donc, tu nous racontes un petit peu le lac Léman sur cette carte. Alors, il est où en France et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, le lac Léman, il est tout à l'est de la France et il est à la frontière entre la France et la Suisse. C'est le lac qui fait la frontière, une partie de la frontière. C'est une petite mer intérieure, hein, et il fait 58 000 hectares. Alors tout à l'heure, je disais qu'on s'occupe des lacs de plus de 1000 hectares. Alors lui, c'est le très grand frère. Ce grand lac, il est aussi très très profond. Il fait 300 mètres de profondeur.
Hein, C'est beaucoup pour un lac, 300 mètres de Ah oui, profondeur? c'est le plus profond qu'on ait. Ah oui. Alors, ce qui lui permet aussi de ne pas réchauffer trop vite. C'est un très beau lac avec des très beaux paysages, mais c'est aussi un lac qui est très, très urbanisé. Alors, je disais tout à l'heure que le problème, c'est toujours la construction des maisons autour des lacs. Et là, on est sur le lac Léman, il y a Genève, donc une ville internationale, avec un aéroport international. Et du coup, c'est facile d'arriver sur le lac Léman depuis partout sur la planète. Et on a du coup une très très grosse urbanisation avec des gens qui sont très très riches et du coup qui se font des très belles maisons. Mais du coup, ça prend beaucoup de place. Okay. Voilà. Alors, on va vous présenter une action qui a été faite justement sur le lac Léman, plus particulièrement dans la commune d'Exenvé. Une action extrêmement concrète. On va vous montrer un petit film et on prendra vos questions après. On va planter une haie de plus de 500 mètres de long sur 2 rangs. Un rang à chaque fois sera en PLA, c'est un textile amidon. Et un autre rang, on va le mettre en plaquettes bois. On va vous montrer comment on plante. Planter un godet comme ça, c'est pas bien compliqué. Les racines nues, on va les praliner. Le pralinage, le but c'est d'être sûr qu'il y ait suffisamment de terre et d'humidité autour des racines pour pas que ça sèche. Bonjour, je suis Franck Auron, je travaille au Conservatoire du Littoral sur les rivages lacustres du Léman, du Bourget, d'Annecy et de Vouglan dans le Jura. La problématique sur un lac comme celui-ci, c'est qu'il est très beau. Et du coup, il y a beaucoup de convoitises pour avoir sa maison particulière, les pieds dans l'eau, voire légèrement en retrait avec vue sur le Léman. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un rivage qui est quasiment construit en continu d'une rive à l'autre. Là, nous sommes sur la commune d'Exenvé, sur un site dit des Grandes Salles, qui fait 15 hectares et que le conservatoire a acquis au tout début des années 80. Le projet devant lequel on est, c'est la plantation d'une haie de 500 mètres de long qui vient couper cette grande parcelle en deux. Et en dessous, on a une prairie permanente, c'est-à-dire que cette prairie n'a plus vocation à être retournée. Elle peut être enrichie, on appelle ça des sursemis, c'est-à-dire qu'on remet un peu des graines sur la prairie pour la renforcer un petit peu. L'idée, c'était que toute l'eau qui vient ruisseler sur la partie supérieure soit filtrée en quelque sorte par cette haie. C'est aussi un énorme corridor écologique pour toute la petite faune, hein, tous les petits mammifères, les oiseaux, les insectes, et on voit qu'en fait ça manquait dans le maillage du paysage qu'on a autour de nous. On vient réimplanter des espèces pour lesquelles tout le cycle écologique est déjà en place aux alentours. Donc les insectes qui sont dans les haies et dans les bosquets alentours vont très très vite venir coloniser. Schématiquement, elles savent manger ces végétaux, elles savent pondre dedans, etc. On ne vient pas importer un végétal qui vient d'un autre continent, par exemple. Ça, c'est une fausse bonne idée en termes de biodiversité, même si ça fait des belles fleurs, etc. Il manque toujours, finalement, un maillon de la chaîne écologique. Est-ce que mes collègues qui ont acheté la parcelle au début des années 80, 15 hectares de maïs d'un seul tenant traités à l'atrazine et à tout le reste, auraient pu imaginer que 40 ans après, c'était une prairie permanente avec une haie. Et là, on repart. Et rendez-vous dans 40 ans avec les suivants, quoi. La biodiversité, c'est se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur la planète. C'est que nos vies d'humains, elles résonnent avec celles des plantes et des oiseaux, des animaux. Et c'est tellement chouette de se promener dans la nature et d'avoir l'impression de faire partie d'un grand tout, comme une espèce de grande famille en fait. Aujourd'hui, on a planté une haie, demain il y aura des renards, il y aura des oiseaux dedans. Et tout le monde peut venir se promener le long de la haie, admirer ça. Et voilà, pour moi c'est ça la biodiversité.
En fait, c'est très compliqué d'expliquer aux gens l'intérêt de la biodiversité, comment on la préserve. Tout ça, ça a beaucoup de mal à être compris parce qu'il y a une forme d'habitude d'abord. Et puis, il y a une forme aussi, je pense, de sentiment que finalement, la nature est très présente. Alors qu'en fait, elle est vraiment en danger, quoi. Plus on éduque les enfants à protéger ces espaces, à comprendre comment fonctionne finalement le cycle de vie de la Terre, de manière générale, et des espèces qui y vivent, eh ben, on se donne vraiment les moyens aussi que plus tard, ils soient plus précautionneux, qu'ils fassent plus attention sur la manière de l'aménager, sur la manière d'utiliser, sur la manière de puiser dans la ressource, et puis qu'ils soient aussi beaucoup plus vigilants à préserver un certain nombre d'endroits et dans un certain nombre de gestes aussi à préserver la planète finalement. Voilà, vous avez vu le beau bureau de Franck et vous avez surtout vu cette première action concrète, la plantation d'une haie sur 500 mètres. Ça faisait combien de plants, Franck? Il y en avait plus de 1000. 1200. 1200 plants. J'y étais. Ils ont planté ça en une journée. J'y croyais pas. Je ne pensais pas que ça serait possible. Il y a eu une énergie incroyable pour y arriver. Franck, là, la biodiversité va pouvoir... C'est un gros coup de pouce à la biodiversité qui a été fait, c'est ça? Voilà, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on part en gros d'une grande parcelle, on l'a vu, qui était toute nue, et on va rajouter finalement un étage à la maison de la biodiversité. C'est superbe, c'est superbe. Donc voilà une action très concrète, magnifique. Si vous passez sur la commune d'Aix-en-Vée, j'espère que vous vous arrêterez pour regarder cette haie, aller observer la biodiversité, parce que voilà, ça fait partie des actions qui paraissent assez simples, mais qui ne sont pas souvent mises en place en fait. Pas souvent. Hein. Et que tout le monde peut faire. Et que tout le monde peut faire. Voilà, on commence à passer les messages. Alors on va prendre quelques questions. Alors, c'est quoi la biodiversité ? Tu as presque répondu quand même un peu dans le film. Alors les autres, qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi la biodiversité? Pour moi, ça représente un petit peu l'ensemble du vivant, finalement, de tous les êtres qui nous entourent, végétaux, animaux, champignons, etc. C'est toute cette diversité biologique. Oui, super, super. Alors, on a une classe qui nous dit, une classe de Marseillettes, CM1, CM2, bonjour là-bas. Peut-on construire n'importe où sur le littoral? Ah non. Oh, le cri du cœur. Ah non. Mais on peut construire, c'est-à-dire que quand il y a déjà des villages, quand il y a déjà des maisons, on peut construire. C'est-à-dire on peut continuer à construire les villages, mais par contre là où il n'y en a pas, il ne faut surtout pas construire. Voilà. Il reste encore des espaces où on a des prairies, des landes, etc. Et ces endroits-là, il faut les garder, pas construits, pour que tout le monde puisse en profiter. Ok. Une autre question, je vais essayer d'en prendre plusieurs. Quel danger si la biodiversité se dégrade? Quel danger? C'est la disparition de l'humain. C'est-à-dire que tu vas fort. J'y vais direct. Nous, on fait partie de la biodiversité. On est au sommet un peu de plein de chaînes alimentaires, et si on détruit la biodiversité qui est en dessous de nous, on disparaîtra aussi. Claire, sur le sillon de Talbert, est-ce que tu trouves que la biodiversité se dégrade ou qu'elle est quand même dans un état de fragilité? C'est toujours un milieu qui est très fragile, donc oui, ça tient à pas grand-chose. Là, la biodiversité, elle est très dépendante des habitats qu'on essaye de préserver au maximum pour qu'elle se maintienne. Mais après, voilà, ça peut vite dégénérer si tout n'est pas respecté. Donc oui, c'est fragile. Ouais, c'est fragile, oui. Ok. Une autre question, c'est joli ça. Si une nappe phréatique est à sec, la pluie suffit-elle à la réalimenter? Allez, qui se lance? Dominique, alors oui, bonne question. Est-ce que j'imagine que c'est aussi une question d'équilibre entre ce qui va être prélevé dans cette nappe et l'apport qu'il va pouvoir y avoir. Donc, je pense que c'est dépendant de ce paramètre-là, en fait, de quelle pression il y a sur cette nappe finalement, et du coup de quel apport il va pouvoir y avoir par les précipitations. Qu'est-ce que tu appelles pression? C'est quoi une pression sur une nappe pour toi? C'est quoi une pression, c'est des utilisations humaines, quoi, tout simplement, pour des besoins en eau courants. Ouais. Et est-ce que la pluie suffit à réalimenter? On entend souvent ça. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'à tous les moments de l'année, ça sera suffisant?
C'est pas... Selon les volumes, je dirais, de précipitations annuelles. Hein. Ouais. Rappelle-nous un truc, Franck. Quand on était à Exxonv, ça faisait combien de jours qu'il n'avait pas plu? Ah, moi, ça m'avait choqué. Ça faisait 2 mois, je crois. C'est ça. Ça faisait 2 mois. Ça faisait 2 mois qu'il n'y avait pas eu une goutte de pluie. Voilà. Et il faut imaginer ça comme un grand cycle, en fait. La nappe phréatique, ce n'est pas un lac qui est sous la terre, c'est en fait la terre qui est imbibée d'eau. Et on dit nappe phréatique parce que à cet endroit-là, la terre, elle peut absorber beaucoup d'eau, comme une espèce de grosse éponge, alors qu'à un autre endroit, l'éponge, elle est moins grosse, quoi. Et en fait, c'est un grand cycle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre, comme le disait Dominique tout à l'heure, entre la quantité de pluie qui tombe et ce qui ressort de la nappe ou ce qui est pompé dans la nappe. Et quand on est au bout de 2 mois sans pluie, comme la nappe phréatique, elle continue aussi à couler vers la mer, vers les fleuves, nous, on continue à pomper dedans, forcément, on a trop vidé le verre d'eau, quoi. Donc il faut attendre qu'il repleuve pour la re-remplir. Et ces dernières années, on constate que chaque année, en fait, elles ne se remplissent pas complètement, elles se remplissent de moins en moins. Voilà, et c'est ça qui est très inquiétant, en fait. Et peut-être que cette année, il pleuvra suffisamment pour tout re-remplir. Mais globalement, on voit quand même qu'on est sur un cycle de sécheresse. Ok. Alors, on a une question de l'école de Javerac, je vois pas très bien en fait, c'est écrit un peu petit, je suis désolée, j'ai pas mis mes lunettes. Alors, c'est une classe qui s'est engagée dans un projet sur le développement durable cette année et il pose cette question-là. Quelles actions concrètes pourrions-nous mener pour défendre la biodiversité à notre échelle? Alors, c'est une question, c'est gigantesque comme question, mais ils ont beaucoup travaillé, c'est pour ça qu'ils posent des belles questions. Alors, quelles actions est-ce que chacun peut mener pour protéger la biodiversité? Vous diriez quoi? C'est une somme de tout un tas de petites actions qui parfois forment des grandes actions aussi. Et c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, si on dispose d'un petit jardin, un petit espace tondu, on peut se dire qu'on va réserver un petit endroit où on ne va pas passer la tondeuse, laisser s'exprimer la flore, dans lequel il pourrait y avoir peut-être quelques insectes, quelques papillons, enfin... Voilà, c'est un exemple d'action, de petite action, mais qui finalement a, je trouve, une grande importance en tout cas. Ouais. D'autres idées qui vous viennent en tête? Il faut déjà commencer par arrêter de détruire. Donc il faut arrêter d'utiliser des produits chimiques dans son jardin, il faut essayer d'utiliser un peu moins la voiture, il faut ne pas tuer les insectes juste parce qu'ils sont rentrés dans la maison et qu'ils sont énervants. Donc déjà ça c'est une première chose. Et ensuite on peut reconstruire, c'est un peu l'exemple que tu as montré dans le film, ça peut être au fond de la cour d'école, de laisser, comme le disait Dominique, quelques mètres carrés où on ne tombe pas, on laisse juste la nature s'exprimer et on regarde. Ça peut être de replanter des arbres là où il en manque, de creuser des mares dans des endroits où c'est un petit peu sec. Voilà. Et puis on peut aussi se rapprocher des associations qu'il y a dans la commune ou autour. Qui ont déjà, il y a déjà plein de choses qui sont faites. En fait, il suffit d'aller voir, quoi. Et aujourd'hui, avec Internet, on a accès à plein d'informations, donc clair. Il ne faut pas hésiter. Oui, c'est clair. Ouais. Je pensais à autre chose, mais également la connaissance, c'est assez important finalement, et de pouvoir, sans être spécialiste, mais participer à des sciences participatives, par exemple, une enquête sur le hérisson, sur l'écureuil, sur ce genre d'espèces assez faciles à identifier, permet de connaître aussi si on est sur des espèces qui sont bien présentes, moins bien présentes, du coup qui permet derrière de savoir si on doit faire des actions pour éventuellement les préserver. Bien sûr. S'intéresser, être curieux, quoi. Oui, c'est ça, être curieux, vous rencontrer, bien sûr, pour sur le protéger, terrain. il faut connaître. Ouais, pour protéger, il faut connaître. J'adore ça. Alors, on va aller faire un petit tour maintenant. Chez toi. Enfin, chez toi. Ouais. Non, dans un petit bout de chez toi. Donc, on va aller faire un petit tour sur l'estuaire du Trieux. Alors, donc, on est en Bretagne, on est aux Côtes d'Armor, et absolument aucun humour sur cette chose.
C'était le jour où je suis allée faire des images. Ah non, il faisait pas beau, hein, mais c'est très rare en Bretagne qu'il ne fasse pas beau. Mais ce jour-là, il faisait vraiment pas beau. Donc désolé s'il nous a manqué un peu de lumière, mais bon, c'était un peu compliqué. Dominique, tu peux nous expliquer? Donc vous voyez sur le haut, on voit sur la carte de France où est le petit point et où se trouve cet estuaire. Tu nous racontes un petit peu la particularité de cet estuaire. D'abord, c'est quoi un estuaire? Et l'estuaire du Trieux, qui est sublissime, c'est quoi? Alors donc du coup on est sur un site du Conservatoire du littoral assez grand puisqu'on est sur la plus grande forêt littorale de Bretagne Nord avec un peu plus de 600 hectares. Donc il s'est situé sur les rives de l'estuaire du Trieux, un fleuve, un petit fleuve côtier comme beaucoup de fleuves bretons finalement qui prennent leur source pas très loin de l'endroit où ils vont se jeter à la mer. Voilà la particularité de ce site-là. Donc, je vous disais, on est sur une grande forêt, sur les rives du Trieux, qui est aussi maritime. Et donc, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en introduction, mais un estuaire comme ça, où la forêt et la mer se côtoient, il y a forcément une grande richesse d'espèces à la fois marines. Enfin, pour l'anecdote, on peut voir parfois un phoque gris qui va remonter l'estuaire. Ah oui, parce que l'eau, quand ça se rencontre, l'eau salée monte assez haut. On est sur de l'eau de mer, vraiment, même si on a l'impression d'être sur une étendue d'eau douce, quoi, mais on est sur vraiment de l'eau salée, donc avec des espèces marines et des espèces forestières qui se côtoient. Et il n'y a que de la forêt ou il y a d'autres milieux naturels? Alors des forêts, des landes, des prairies, différents types de forêts d'ailleurs. On va être sur des forêts de feuillus, des forêts mixtes feuillus résineux, des forêts de pins, avec souvent en sous-étage de la lande. Alors des landes plus ou moins sèches ou plus ou moins humides, ce qui fait que ça fait vraiment beaucoup d'espaces naturels d'intérêt. C'est hyper beau. Ouais. C'est hyper beau, ouais. C'est un endroit hyper beau. Alors, ce que je vous propose, c'est, avant de reprendre des questions, c'est de vous montrer, faire un petit tour, parce que, quand même, l'action qui a été menée avec des alliés, une aide, on va dire, ou des aides, qui ont un peu plus que 2 pattes, c'est quand même totalement insolite. Donc ça, c'est une action très concrète qui a été menée et qui va en faveur de la biodiversité. Et vous ne pouvez pas deviner du tout qui aide Dominique sur cette réserve. Vous ne pouvez pas le deviner. On y va. On est au bord de l'estuaire du Trieux, un fleuve côtier breton. On a à la fois la mer et la forêt qui se côtoient. On a des espèces très 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 marines qui remontent le fleuve jusqu'ici. On a des choses même un peu emblématiques parfois. On peut voir un dauphin commun qui remonte, un phoque gris, qui côtoie aussi potentiellement des espèces forestières ou qui vivent sur les landes. Moi, c'est Dominique Beauvais. Je travaille à la gestion des terrains du Conservatoire du littoral qui sont sur le territoire de l'agglomération de Guingamp-Paimpol. Donc là, on se situe à la pointe de Quatermite, au cœur du massif forestier de Pénoite-Lancerre. On a une belle vue, une belle perspective sur le Trieux maritime. Là, à mi-marée à peu près, on a des vasières qui commencent à se découvrir. Alors, ça a un grand intérêt pour la biodiversité parce qu'on a pas mal de milieux naturels différents. Tout le monde a entendu parler de la diminution du nombre d'insectes, d'oiseaux, donc on n'échappe pas à cette grande règle, même en étant sur des espaces protégés. Alors ici, en fait, on est sur un espace de lande que l'on gère en partenariat avec Loïc et son troupeau de petites vaches bretonnes pinoires, ces petits bœufs qui ont pâturé à cet endroit-là, qui permettent d'éviter le reboisement, que la forêt ne regagne du terrain, et ça d'une manière très naturelle. Et l'action même des animaux par le piétinement, à certains endroits, permet aussi l'expression de petites plantes qui ne poussent que sur des sols nus finalement. On va avoir davantage de drosera, ces petites plantes carnivores qui sont relativement rares, suite à cette action de pâturage. Je suis Loïc, je suis paysan. Je me suis installé il y a 2 ans avec une petite ferme laitière en vaches bretonnes pinoires.
J'étais convaincu qu'il pouvait y avoir des projets paysans, de vivre de son activité paysanne, tout en contribuant à l'entretien et la gestion des espaces naturels protégés. Toute cette diversité aussi visible ne s'arrête pas aux frontières des espaces protégés. Donc, dans la communication, c'est aussi et la connaissance de faire prendre conscience que c'est aussi quelque chose de très, très global, quoi. Je pense qu'il faut faire découvrir pour que les gens s'y intéressent, quoi. Voilà, je suis bien certaine que vous ne pensiez pas qu'on pouvait agir concrètement pour préserver la biodiversité en ayant un partenariat avec un paysan, Loïc, qu'on salue s'il nous regarde, et son troupeau, un troupeau de petites vaches et de petits bœufs pinoirs. Alors pourquoi c'est intéressant de faire venir, d'avoir un partenariat sur des espaces naturels avec un paysan qui est un ancien garde du littoral, c'est vrai, mais qui vient faire pâturer ces animaux-là. Raconte ça. C'est un allié précieux, hein, réellement, quoi. C'est vrai que si on laisse des milieux évoluer naturellement tout seul, en général, ça tend vers le boisement, vers la forêt. Si on a une prairie et qu'on arrête finalement de faire du pâturage sur cette prairie ou de la fenaison, du foin, des fauches, la prairie petit à petit se transforme en forêt. Et c'est vrai que de pouvoir avoir des actions de pâturage permet le maintien de ces milieux ouverts, de ces prairies, avec du coup toute la diversité biologique qui vit dans ces espaces, des fleurs, des insectes, hein, encore une fois, qui peuvent s'exprimer dans ces milieux qui ne s'exprimeraient pas forcément en milieu forestier. Donc ça contribue à une diversité de milieux naturels dans lesquels l'humain intervient. Et donc du coup ça contribue à avoir une grande diversité d'espèces également. Donc voilà. Et derrière ça, il y a également un projet de vie pour le paysan, pour Loïc, un projet de vie et d'exploitation, et un projet qui le fait vivre derrière ça. Ouais. Et puis en plus, c'est tout naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas de moteur, enfin, pas d'utilisation d'engins motorisés, qui vient. Voilà, c'est les animaux qui sont en train de pâturer, qui passent par certains endroits, qui créent des petits chemins, tac, il y a des petites plantes qui sortent. Enfin, c'est. Ouais, c'est exactement tout ce bénéfice que l'on a. Et effectivement, on n'a pas, dans ce cas-là, d'utilisation de moyens mécaniques, de tracteurs qui sont pas forcément en adéquation avec la philosophie et la gestion d'un espace naturel. Ce que j'ai trouvé très joli dans ce que disait Loïc à un moment, c'est qu'il disait qu'un espace naturel, quand on veut protéger un espace naturel, ça ne s'arrête pas à la porte d'une réserve naturelle, quoi. C'est-à-dire que voilà, on peut étendre, ce qui correspond aussi un petit peu aux questions qui nous sont posées sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Pour étendre, il n'y a pas que les espaces naturels, les réserves naturelles qui doivent être protégées. On peut aller plus loin. Les mêmes recettes sont applicables un peu partout, hein, c'est sûr. C'est ça. Super. Alors, on va prendre vos questions parce que j'en vois qui arrivent et qui arrivent et qui arrivent. Alors, on a l'école des jardins à Montaigu qui demande pourquoi y a-t-il des périodes de sécheresse ? Ouh là 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 là. C'est compliqué comme question. Alors, qui se lance ? Pourquoi y a-t-il des périodes de sécheresse ? On va parler de dérèglement climatique, là. Oui, c'est en lien un petit peu avec ce qui pouvait être dit tout à l'heure par rapport aux nappes phréatiques. Ça dépend des conditions météorologiques du moment, effectivement. Et on le voit hein, sur des espaces de landes comme ceux que l'on gère. Il peut y avoir des années où les plantes ont un stress hydrique, où en fait elles manquent d'eau. Un stress hydrique, qu'est-ce que ça veut dire ? Un manque d'eau. Du coup, les plantes perdent leurs feuilles beaucoup plus tôt en saison et en général redémarrent, mais un peu affaiblies, on va dire, l'année suivante. Donc, c'est quand même tout sur des règlements du climat qui fait que on n'a plus du tout les mêmes saisons, la même rotation. Enfin, on a quand même un climat qui change. Il y en avait déjà des périodes de sécheresse avant. Nos grands-parents, ils en ont connu aussi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont plus longues, plus fréquentes et plus dures. Et du coup, effectivement, même nos forêts un peu bien implantées, le hêtre, le chêne, qui sont vraiment les arbres qui sont vraiment costauds chez nous, et ben, même eux, on les voit très stressés. Et nos amis forestiers nous disent, mais eux-mêmes sont inquiets. Ils disent, on ne sait pas, si ça continue comme ça, ils vont finir par tomber malades. Comme nous, quand on est un peu fragilisé, on tombe malade. Et voilà.
Donc c'est inquiétant. Oui. Ouais, c'est inquiétant. Alors, on a une question. Ah, ça, c'est pour toi. Comment on nettoie un lac? Ça, c'est une classe de CE1, CE2. Et je suis désolée, c'est trop petit, j'arrive pas à lire d'où ils viennent, mais ils vont reconnaître leur question. Alors, comment on nettoie un lac? Le lac Léman, on le nettoie? On ne peut pas nettoyer un lac. Et on ne peut pas nettoyer la mer non plus. Il faut arrêter de les polluer et de les salir, c'est surtout ça. Ouais, clairement. Donc, on a là la responsabilité. L'action protection de elle est claire. Voilà. C'est arrêtons de jeter là où il ne faut pas les choses qui vont venir polluer derrière, clairement. Une question d'un CM2. Quel littoral est le plus en danger en France? Ah. Vous diriez quoi? Est-ce que la Bretagne se sent en danger? Est-ce qu'il y a des littoraux qui sont plus en danger? Je réfléchis en même temps. Peut-être sur les côtes dunaires, non? Aujourd'hui? Alors, après, ça dépend ce qu'on appelle danger. Finalement, il y a de l'érosion. C'est vrai que sur les milieux dunaires, ces côtes-là sont soumises quand même pas mal à l'érosion. C'est vrai qu'il faut peut-être préciser entre l'érosion, la submersion. Oui. Tout à l'heure, Claire, tu disais quelque chose justement, c'est-à-dire qu'il y a des tempêtes quand même qui sont un peu plus costauds. Et le sillon de Talbert, qui est une magnifique cordon dunaire comme ça qui avance, lui, il est plus en danger, c'est-à-dire que de temps en temps, il est recouvert par la mer maintenant ou pas? Oui, sur les tempêtes hivernales, sur des gros coefficients de marée, oui, il est submergé régulièrement. Après, c'est ce qui fait... c'est pour ça qu'il recule aussi, hein, c'est un phénomène naturel, mais oui, c'est peut-être accéléré ces dernières années avec les dérèglements climatiques. Donc oui, c'est un milieu qui peut-être à terme, mais alors pas tout de suite, disparaîtra, mais ça, c'est aussi une évolution naturelle d'un site. En fait, je crois que ce qui est particulier avec vous, c'est que vous acceptez qu'il y ait un changement sur le littoral. C'est ça. En fait, vous acceptez qu'une dune recule, qu'il y ait des brèches, vous acceptez que ça change. C'est ça. Et en fait, pour répondre à la question, je dirais moi que le littoral est le plus en danger là où on a le plus construit, là où il y a le plus d'aménagement. Et là où finalement il est le moins en danger, c'est là où il est le plus sauvage, où on a laissé le plus la nature libre. Alors, vous êtes tous d'accord, mais j'aimerais que vous expliquiez cette notion-là aux jeunes qui nous écoutent. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi c'est vrai qu'un milieu qui, du coup, n'est pas aménagé, il a peut-être moyen de répondre plus facilement à ce qu'il reçoit en termes de tempête, en termes de pression. Il peut s'adapter, mais si on le bloque dans son évolution, du coup, il ne peut pas... ça crée des changements après en amont. Quoi. Donc, des changements irréversibles. C'est ce que le Conservatoire du littoral essaye d'expliquer aux gens qui habitent au bord du littoral, aux gens qui décident et ce qu'on fait sur ce littoral, que finalement, si on laisse la nature ou qu'on la relaisse évoluer, c'est là où c'est le moins dangereux pour nous, l'homme. D'accord. Voilà. Oui. Donc il faut accepter important aussi que le paysage... Il évolue. Il évolue. Bien sûr. Oui, vous êtes absolument acquis à cette idée. Je pense que c'est une idée qui est compliquée encore aujourd'hui à faire comprendre. On aime bien la stabilité, le confort de la stabilité finalement, et d'accepter que finalement on ne maîtrise pas tout. Et voilà, un peu d'humilité peut-être aussi. Du coup, en fait, on pense qu'un paysage est immuable, mais pas vous. Non, surtout pas. Ah, surtout pas, ouais, c'est extraordinaire. Allez, on prend notre question, une question d'Antonin. Quels sont les principaux dégâts causés par la pollution sur le littoral? Alors encore, ça dépend quel type de pollution. Oui, ça dépend quel type de pollution, Claire. Peut-être ce que Antonin peut voir, c'est les plastiques et tous les déchets qui sont rapportés sur le littoral. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas, tous les produits chimiques, mais alors c'est pas vraiment notre domaine. Nous, on va voir les effets. C'est-à-dire que quand on a un morceau de lac qui est pollué, à ce moment-là, les plantes qui sont arrosées par le lac pollué, elles vont mourir. Il y a des industries sur lesquelles il y a des problèmes. Alors, tout d'un coup, ils relâchent des polluants et on l'a vu, je l'ai vu sur le lac Léman où
on voit des grenouilles qui remontent, qui ont le dos à l'air, etc. Voilà, c'est ça les impacts en fait. C'est assez immédiat. Mm. Il y a plein de possibilités. Bah oui, Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a alors ah non, attends, ça va vraiment être pour vous. À quoi servent les gardes du littoral? À quoi servez-vous? Allez, Claire, à quoi sers-tu? Moi, je t'ai vu agir et puis bien agir. Alors, à quoi Moi, sers-tu? je ne suis pas garde du littoral, hein. Je suis agent, donc je n'ai pas la sermentation pour faire respecter les réglementations. Mais oui, on est là pour rappeler un peu au public les règles sur une réserve naturelle à respecter pour la faune et la flore qui s'y installent. Et puis on est là aussi pour sensibiliser les gens, hein. On n'est pas dans la répression, on est là pour au contraire être dans la pédagogie, l'information et puis diffuser des messages voilà, pour que tout se passe bien après sur l'espace naturel. Donc au quotidien, par exemple, comment vous agissez? Alors, tu fais plein de choses. Oui, c'est ça en fait. Hein, en général, les agents qui travaillent sur les terrains du conservatoire, les gardes, ils ont plusieurs missions, plusieurs casquettes. Ça va être parfois effectivement des missions de prévention, de pédagogie sur des usages. On en parlait aussi tout à l'heure sur voilà, tel usage récréatif adéquat ou moins adéquat. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi participer à des actions de connaissance, connaître son site. Et derrière ça, peut-être, en découleront des actions de gestion, de dire on va faire tel petit travaux pour favoriser telle espèce qui est potentiellement, je sais pas, moi je pense à une drosera par exemple, une plante de tourbière, j'en ai sur mon site, c'est pour ça. Tu adores les droseras, je sais, j'ai vu que tu adorais les droseras. Mais voilà, on peut faire des petites actions très simples, très peu énergivores finalement, qui vont permettre aux droseras de s'exprimer. Voilà, donc il y a vraiment plein de missions dans ce métier garde du littoral, c'est très vaste. Hein, très vaste. Alors moi j'ai vu une action concrète avec Claire quand on était en train de tourner dans son bureau exceptionnel. Il y avait tout simplement une dame qui se promenait et puis qui a enjambé la barrière qui était mise, enfin la petite protection qui était mise pour protéger les plantes enfin toutes les plantes qui étaient sur ce cordon dunaire. Voilà, tu as intervenu juste pour lui rappeler que non, en fait, s'il y avait cette barrière, c'était vraiment pour protéger ces plantes, pour qu'elles puissent se développer, pour qu'elles étaient tellement fragiles, et puis qu'en même temps, on va bientôt voir le sujet dont tu parles. Alors, je vous propose justement, hop, je fais la transition sans essayer de trop raconter ce qui va se passer. Je vous propose de partir sur le sillon de Talbert. Alors, le sillon de Talbert, on est pareil, dans les Côtes d'Armor, c'est d'une beauté ahurissante. C'est quand même ahurissant de beauté. Enfin voilà, moi c'est un lieu que je trouve totalement magique. Tous ceux qui peuvent un jour aller de toutes les façons dans ce coin, il faudrait vraiment aller voir le sillon de Talbert, dire bonjour à Claire parce que ça c'est quand même chouette. Raconte-nous un tout petit peu avant qu'on voit le film la particularité du sillon. C'est quoi le sillon ? Alors le sillon, c'est une avancée de galets et de sable finalement sur 3 km de long, donc vers le large. Ouais. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle une flèche littorale à pointe libre. Donc c'est une avancée qui n'est pas rattachée à son extrémité. Et donc c'est un site qui abrite différents habitats, des galets, de l'estran vaseux, de l'estran rocheux. Donc on y rencontre une diversité assez remarquable de flore, de faune. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est incroyable d'un point de vue purement visuel de voir cette 3 km qui avance comme ça dans la mer, quoi. Et c'est pas très très haut. Donc c'est complètement saisissant et c'est d'une beauté hallucinante. Donc avant de vous dire que c'est d'une beauté hallucinante, et parce que je vais vous le répéter beaucoup, moi je suis tombée sous le charme du sillon de Talbert, je vous propose de regarder l'action concrète qui a été menée et qui est menée par les gardes et toutes les personnes qui travaillent sur le sillon de Talbert, l'action concrète en faveur de la biodiversité. Je
m'appelle Claire Josso et je suis agent du littoral sur la réserve naturelle du Sillon de Talbert, à Pleubian. C'est une commune qui se situe dans le nord des Côtes d'Armor. Alors, le Sillon de Talbert, c'est ce qu'on appelle une flèche littorale à pointe libre. C'est un cordon formé de galets et de sable qui s'avance sur 3 km au large, car il n'est plus relié aux îlots qui se trouvent à son extrémité. Le sillon, il évolue naturellement, il recule, il bouge, donc voilà, c'est aussi une évolution naturelle du site, mais qui a été forcée, on va dire, par une activité humaine à l'époque. Ça a été la construction d'un enrochement sur les premiers kilomètres du sillon. Et vu qu'il y a eu un effet finalement plus néfaste que positif sur le sillon, il a été retiré à 80%, mais il reste une petite partie qui stabilise les 500 premiers mètres du sillon, mais qui par contre bloque le transport sédimentaire après. C'est une zone qui s'est petit à petit amincie et qui s'est creusée, qui s'est rompue finalement après une grosse marée. Donc là on se trouve au niveau de la brèche. Donc, comme je disais, c'est une entaille qui s'est formée dans le sillon en 2018 et qui coupe du coup la flèche dans ses 500 premiers mètres. Donc à son ouverture, la brèche elle faisait 10 mètres de large. Aujourd'hui on est quasiment à 80-90 mètres de large. Alors le sillon de Talbert permet d'accueillir une faune vraiment très spécifique de ce type de milieu, que ce soit des oiseaux, des insectes, une flore aussi très particulière. La biodiversité sur le sillon, elle reste fragile. C'est un espace, comme je disais, ça dépend énormément quand même de l'action de la réserve et du conservatoire pour maintenir ces habitats et maintenir justement cette faune. Donc il n'y a rien d'acquis. Certes, là, il y a une nidification notamment qui reste relativement stable, mais après c'est en grande partie aussi parce qu'on est beaucoup là pour canaliser tout ça. Donc, on accueille quasiment entre 80 000 et 100 000 personnes sur l'année, donc c'est quand même un site qui est très fréquenté. Donc il y a quand même un fort enjeu à la fois de protéger du coup ces espèces et aussi d'accueillir le public et de le sensibiliser au maximum à ces enjeux. Donc on est présent beaucoup sur le terrain pour diffuser au maximum les messages et faire en sorte que les visiteurs connaissent un peu mieux cet espace quand ils repartent de la réserve. On a déjà bien commencé à remettre en place toutes les zones de quiétude justement pour favoriser la nidification. Donc on met en place des balisages qui vont permettre de canaliser au maximum la fréquentation hors des zones sensibles. On va mettre en place des signalétiques avec du coup des panneaux qui indiquent aux personnes par où emprunter le sillon pour ne pas déranger la faune et à la fois la flore, parce qu'il n'y a pas que les oiseaux, il y a aussi une flore parfois même protégée qui s'installe sur sillon. Donc pour éviter son piétinement, on installe toutes ces zones de protection. Ce qu'on met en place en sensibilisation, notamment lors des accueils postés, donc c'est des accueils qu'on fait directement sur le terrain pour sensibiliser le public. On met en place des phonies, c'est des œufs en bois. Donc là, c'est la reconstitution d'une ponte de gravelots à collier interrompu. On ne les distingue pas quand on se promène sur la plage, quoi. Donc c'est ce qui les met aussi en danger. Là, on se trouve au niveau de la partie dunaire du sillon. Donc c'est ces 500 premiers mètres. Et donc on voit qu'on a une végétation qui a repris progressivement le dessus depuis qu'on a balisé un sentier central qui permet de canaliser les promeneurs. Et donc cette végétation, on voit que maintenant elle gagne aussi de plus en plus le haut de plage. Donc cette année, on va mettre en place un enclos qui va permettre à la fois sauvegarder cette végétation qui continue de prendre de l'ampleur et aussi de protéger les poussins de gravelots qui pourront s'y réfugier à marée haute, puisqu'en fait à marée haute, du coup il leur reste qu'une très petite portion de plage pour se mettre à l'abri de l'eau.
l'essentiel des messages est disponible sont disponibles directement sur le terrain. Donc c'est y être attentif et puis après venir nous voir. Nous, on se rend quand même beaucoup disponible pour le public, pour le sensibiliser, pour lui expliquer au mieux cet espace naturel. Donc ne pas hésiter à venir nous voir directement, que ce soit sur le terrain ou à la Maison du Littoral, pour avoir le maximum d'informations avant de s'aventurer sur la réserve. Vous avez vu comme c'est beau, c'est quand même magnifique. Hein. C'est magnifique. Ce sillon de Talbert, tout est beau, de toute façon, tous les sites. Mais alors, lui, puis ce jour-là, je voulais juste vous montrer quand même des images où il faisait un temps magnifique en Bretagne. Il y avait du vent, mais il y avait un temps magnifique. Bref, quelque chose vraiment qui était important. Donc, j'espère que vous avez bien vu à quel point la reconstitution d'un nid de gravelot, c'est le petit gravelot ou le gravelot à collier interrompu? Comment tu dis ça? Alors là, c'est le gravelot à collier interrompu. C'est le gravelot à collier interrompu. Donc, vous voyez à quel point, pour protéger en fait la nidification de ces oiseaux qui pondent à même les galets, qui font des petits nids, où il est absolument impossible de voir leurs œufs si on n'est pas prévenu. Il est important qu'il y ait des zones de quiétude, comme ça, des zones qui soient protégées par vous et auxquelles vous faites vraiment très très attention, c'est ça? C'est-à-dire que quand vous avez des promeneurs, vous faites comment? On essaye de capter le maximum de promeneurs. Et donc on leur indique donc à cette période de l'année, c'est de marcher sur le bas de plage, puisque eux, c'est des oiseaux qui vont s'installer sur tout ce qui est haute plage, donc là où la mer ne va pas. Et donc là, on passe beaucoup de messages pour éviter qu'ils remontent un peu trop haut. Et les gens écoutent, ils sont très attentifs à ça? Oui, globalement, ils écoutent. Après, forcément, il y a toujours la tentation d'aller au-dessus pour voir des deux côtés du sillon. Donc après, c'est compréhensible, mais voilà, il faut éviter au maximum sur avril à septembre. Là, Ouais. Donc c'est beaucoup de présence sur le terrain, en fait. Oui. On est beaucoup présents, tous les jours. Il y a, d'avril à septembre, il y a quelqu'un, au moins une personne, voire deux, qui est présente sur le terrain pour surveiller tout ça. Pour protéger les nids de ces oiseaux magnifiques qui sont tout petits. Oui. Je voudrais que tu réexpliques quelque chose, Claire, parce que c'est vraiment très très important, cette histoire d'enrochement qui avait été fait sur le sillon, pour que tout le monde comprenne bien l'histoire de cette brèche. C'est-à-dire que le sillon, avant, c'était une longue ligne, une longue flèche comme ça de sable et de galets qui était ininterrompue. Et aujourd'hui, crac, on a quand même un endroit où il y a une brèche et donc la mer rentre. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors raconte-nous, réexplique-nous peut-être avec des gestes, etc., ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, ok, on imagine cette longue ligne qu'on avait de sable, et alors qu'avaient fait les hommes à l'époque? Alors déjà, après, les brèches, c'est un phénomène qui s'est déjà produit dans le passé, avant qu'il y ait des aménagements. C'est un phénomène naturel, mais pour cette brèche-ci, du coup, en fait, il y a eu un enrochement qui avait été construit dans les années 70-80. Donc ça, c'est les hommes qui ont mis des gros blocs de roches, c'est ça? Donc c'est les anciens gestionnaires, on va dire, du sillon. Donc c'est avant que le conservatoire devienne propriétaire de cet espace. Donc c'est un aménagement qui a été fait pour empêcher le recul du sillon, puisqu'en fait, à l'arrière, il y a des habitations, donc ça a inquiété un peu la population de voir le sillon reculer de plus en plus. Donc on a voulu le stopper par des enrochements. Et finalement, il se trouve que ces enrochements ont plutôt fragilisé le sillon que consolidé. Et donc quand le conservatoire est devenu propriétaire, ils ont été retirés à 80%. Il en reste juste une petite partie, qui du coup, dont un enrochement qui est perpendiculaire au sillon. Et donc cet enrochement perpendiculaire fait que le sable qui se trouve en amont n'atteint plus la partie située après l'épi. Et donc il n'y a plus d'apport en sable et sédiments au niveau de la brèche. Donc c'est pour ça que ça s'est aminci petit à petit pour finalement céder il y a 5 ans et creuser du coup ce trou maintenant. Qui devient de plus en plus impressionnant, hein, c'est ça? Oui, ça continue de s'éroder, notamment sur la partie dunaire. On perd régulièrement du sable et sur la partie gauche de la brèche. Quoi. Ouais, ok. Donc typique, une action humaine qui a fait plus de mal que de bien à un espace qui naturellement pouvait faire les choses très bien tout seul, quoi, en faire. Oui, voilà. C'est ça, hein, si je résume. Alors, on va prendre plein de questions parce qu'il y en a plein qui sont en attente. Alors, une question de l'école de
coup dur. Je ne sais pas si je vois bien, c'est les parties qui sont écrites un peu petits. Quelle quantité de déchets ramassez-vous chaque année sur le littoral? Vous faites des actions comme ça de ramassage de déchets ou vous savez à peu près ce qui se passe? Oui, alors moi, dans un estuaire, on est moins soumis justement à ces échouages massifs de déchets, de macro-déchets, de plastique. Il y en a un petit peu, alors on essaye parfois de le faire de manière participative dans un programme d'animation. On va proposer une sortie où les gens pourront venir nous aider à ramasser ces déchets. Ouais. Voilà. Mais ça reste quand même assez marginal sur l'estuaire du Trieux, Sur ton effectivement. estuaire. J'imagine que sur le sillon de Talbert... Sur le sillon, ça tu doit as être, beaucoup de déchets? Bah, nous, c'est des déchets qui arrivent principalement de la mer. Ce n'est pas des déchets qui sont laissés par les visiteurs. Mais oui, on ramasse au moins une fois par semaine les déchets sur la plage. Donc, c'est une action qu'on fait à la main, soit de manière organisée, comme je dis, une fois dans la semaine, soit de manière assez lors de maraude, lors de surveillance. Et toutes les semaines, il y a des déchets, quoi. Ah, il y en a toujours à arriver. Oui, principalement des déchets. Chez nous, ça va être dû à l'activité ostréicole. On a beaucoup d'élastiques qui arrivent sur la partie sillon, mais aussi dans les îlots qui se trouvent tout au bout. Et Donc, ça représente un danger pour les oiseaux, pour la biodiversité? Déjà, c'est très long à se détériorer. Donc oui, c'est toujours une source de pollution. Après, bon, c'est suffisamment gros pour que les oiseaux ne se prennent pas les pattes dedans non plus. Mais il y a beaucoup aussi de petits filets de pêche, de petites ficelles en nylon, qui sont, par contre, elles, qui peuvent être néfastes quand même pour les oiseaux. Oui. Ouais. Et toi, Franck, sur les lacs, il y a toujours des... Aussi, on en trouve aussi parce qu'en fait, nous, c'est pas amené par la mer, c'est amené par les rivières. Ah oui. Donc en fait, les rivières amènent les déchets, parfois il y a des crues, ça balaye un petit peu les rivages des rivières, les berges des rivières, et puis tout arrive dans le lac et va se déposer suivant le lac à certains endroits en fonction des courants. Et donc il y a des endroits où effectivement on ramasse des centaines de kilos chaque année parce que c'est là où c'est capturé. Voilà. Mais voilà, comme le dit Claire, en fait, les gardes ramassent régulièrement. Les gens ramassent aussi de plus en plus. Et tout à l'heure, il y avait une question, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi, quand on se promène, il ne faut pas hésiter à prendre un petit sac et puis on ramène des déchets. Moi, c'est ce que je dis. Quand je vais me promener, je ramène toujours des déchets. C'est un petit peu mon paiement à la nature de me laisser profiter d'elle. Ah, voilà. C'est joli. Voilà, c'est comme ça que je le fais. Donc moi, j'invite tout le monde à faire pareil. Ouais, et puis il y a aussi effectivement des associations, des villes, des communes qui organisent des nettoyages des berges. Et c'est toujours, c'est pas vraiment des corvées, c'est plus des moments où on se retrouve entre gens qui ont envie de faire quelque chose. Et puis ça dure une demi-journée, on part avec un sac et on ramasse tout ce qu'on trouve. Ouais, et là, c'est très très important en fait, parce que tout d'un coup, on est tous en même temps à travailler et on en ressort plein. Mais on n'a pas calculé combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup et surtout ça fait tout le temps, quoi. Voilà. Ouais. Une question de l'école Jean Massé. Quelle formation faut-il pour devenir garde du littoral? Ou quelle qualité, j'ai envie de dire, faut-il pour être garde du littoral ou aller travailler dans vos sites qui sont tous plus beaux les uns que les autres? Vous diriez quoi? Alors comme ça, il y a une belle école, c'est une école un peu buissonnière qui fait qu'on va pouvoir aussi profiter. L'école buissonnière, sortez des écoles, partez dans les espaces naturels. Pas que, mais effectivement, il y a ce côté un peu sensible, parfois on peut s'approprier ces espaces de nature. Voilà. Après, il y a tout un tas de vraies formations qui proposent des diplômes qui amènent à ces métiers, des BTS gestion protection de la nature, par exemple, sont une bonne porte d'entrée pour ces métiers de garde littorale. En tout cas, vous avez tous un point commun, c'est que vous aimez tellement être dehors et observer ce qui est autour de vous. Alors Claire, incroyable, elle vous reconnaît un oiseau que moi j'avais même pas vu tellement il était petit. En 2 temps, elle sait de quoi il s'agit. Vous êtes passionné de toutes les manières parce que vous faites. C'est ça en fait, Il faut être passionné. Oui, on est
pas forcément là par hasard, effectivement. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Alors, une question d'une classe de CE1, CE2. Est-ce que le danger peut venir d'espèces importées par l'homme? Ouh, ça c'est une belle question. Alors, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des espèces introduites ou importées par l'homme qui mettent en danger d'autres espèces? Alors, qui se lance? Parce que je sais que vous allez tous me dire oui, donc... Allez, vas-y. Vas-y, Dominique, allez, qui se lance? Pareil. Effectivement, il y a de nombreux exemples de sites où, des catastrophes écologiques. Quand on regarde un peu loin sur des îles où il y a des colonies d'oiseaux, par exemple, et que certaines espèces ont pu être introduites de mammifères, ça peut être des rats introduites involontairement. Dans certains endroits, même, on a pu introduire volontairement pour lutter contre les rats, on a pu introduire des chats, par exemple. Et des fois, ce genre d'introduction ont des répercussions vraiment catastrophiques sur les autres espèces. Voilà, après ça reste aussi une question complexe, puisqu'il y a des espèces qui viennent aussi un peu parfois par elles-mêmes, et il y a d'autres espèces effectivement où l'homme est le vecteur d'introduction d'espèces exotiques, quoi. Donc voilà, selon les espèces en tout cas, il y a des gradients de danger pour la biodiversité locale plus ou moins forts. Est-ce que c'est pour ça, Franck, que c'était aussi important que ce soit des espèces locales qui soient plantées à Exonville? Est-ce que c'était... C'est ça. En fait, on a effectivement, quand on plante des haies, on voit beaucoup autour des villes, des thuyas, des lauriers, des choses comme ça. C'est pas des espèces, c'est ce que j'ai expliqué dans le film, effectivement, c'est pas des espèces qui viennent de chez nous, et du coup, il n'y a pas tous les insectes et tous les... toutes les bactéries qui vivent autour de ces arbres, et du coup ils sont un petit peu comme des aliens qui sont tout d'un coup introduits dans nos milieux. Alors il y en a, ils ne tiennent pas le coup, et il y en a d'autres qui tout d'un coup trouvent un endroit extraordinaire pour eux, et ils n'ont pas de prédateurs, ils n'ont pas les petits escargots qui vont les dévorer, etc. Et du coup il y a un déséquilibre. La biodiversité, c'est aussi une question d'équilibre. Voilà, il y a les proies, il y a les prédateurs. Quand il y a trop de proies, hop, les prédateurs ils font plus de petits, donc il y a moins de proies. Et voilà, c'est des grands cycles comme ça. Et si on introduit quelque chose sans ces ennemis, entre guillemets, lui, il va exploser. Voilà. Et alors, c'est vrai pour les végétaux, c'est vrai pour les animaux. En ce moment-là, on constate depuis 3-4 ans, dans les grands lacs alpins, le Léman notamment, dont on parlait tout à l'heure, il y a une petite moule d'eau douce qui est grande comme ça, qui vient de l'Europe de l'Est, qui est en train de complètement tapisser le lac. Donc, on parlait tout à l'heure. Comment elle est arrivée là? Elle est arrivée avec les bateaux. Elle est arrivée parce qu'elle était collée aux coques des bateaux. Et c'est des bateaux qu'on transporte d'un lac à l'autre pour se promener. Elle s'est installée dans le lac. Aujourd'hui, c'est vraiment un tapis. Alors, ce qui est incroyable à voir, c'est que l'eau du lac Léman, elle est transparente, elle est pure, on la boirait. Et en fait, c'est parce que toutes ces moules, elles filtrent. C'est des milliards et des milliards d'individus sur cette surface-là. Elle filtre, et du coup, en fait, elle mange tout le phytoplancton, donc c'est tout on va dire, les tout petits organismes végétaux, qui, eux, sont mangés par les tout petits organismes animaux, qui sont mangés par les poissons, etc., etc. Et du coup, on a un déséquilibre, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient manger le début de la chaîne alimentaire. Donc, tout le reste de la chaîne alimentaire, tous ceux qui mangeaient les autres, ils n'ont plus à manger. Voilà. Donc on sait que cette moule, elle explose. Aujourd'hui, elle est partout, et il va y avoir forcément une maladie ou un prédateur qui va se mettre sur la moule, mais on ne sait pas quand. Ce sera peut-être dans 50 ans, ce sera peut-être dans un siècle, 2 siècles. Ah oui, parce que là, à cette échelle-là, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire. Tout à l'heure, on disait comment est-ce qu'on peut nettoyer le lac. On ne peut pas nettoyer un lac. C'est tellement immense. Voilà. Donc on a à observer, à essayer de trouver des solutions, et à ne pas faire comme disait Dominique, surtout pas introduire la bestiole qui mange la moule, qui peut-être, elle, va aussi exploser et faire encore plus de dégâts. C'est ça. Voilà, donc il faut vraiment être sage. En fait, on est toujours sur un équilibre qui est super fragile. Oui. Quoi. Super fragile. Ok, on prend une autre question. Est-ce qu'on peut toujours rencontrer un garde du littoral quand on va se promener?
Moi, j'en ai rencontré plein, mais peut-être parce que je me promène beaucoup, je ne sais pas. Claire, est-ce qu'on peut toujours te rencontrer quand on va se promener? Alors, peut-être pas toujours moi, mais j'ai un collègue qui est aussi très présent. On a des services civiques aussi qui viennent nous aider sur la période un peu sensible, donc il y a moyen aussi de les rencontrer. Après, on va surtout être présent du coup quand il y a plus de fréquentation, donc forcément sur la période printemps-été. Mais bon, globalement, on est quand même beaucoup présent et donc oui, pourquoi pas. Après, on a aussi la maison d'accueil où c'est possible de venir nous voir. En tout cas, moi, je vous donne un conseil, c'est si vous allez vous promener et que vous êtes sur un site du Conservatoire du littoral et que vous voyez un garde du littoral, allez parler avec lui. Allez parler avec lui, c'est une mine de... Enfin, c'est un puissant sans fond de connaissances, de curiosité. Ils vous prêteront leurs jumelles, ils vont vous apprendre des tonnes de trucs. Vous allez entendre le chant d'un oiseau, ils vont vous dire exactement ce que c'est. Ils vont vous montrer une petite plante que vous n'aviez même pas vue, ils vont vous dire que ça, c'est un truc, une orchidée hyper rare. Enfin, voilà, voilà, c'est des encyclopédies sur pattes. Hein. Moi, c'est comme ça que je vous appelle. Enfin, bon, bref. Alors, une question qu'on a de la Gironde. Y a-t-il des gardes du littoral dans le monde entier ou seulement en France? Alors, le Conservatoire du littoral, c'est une entité française. Donc, voilà, les gardes du littoral associés au Conservatoire du littoral sont en France métropolitaine, sur les départements de territoire d'outre-mer aussi. C'est une spécificité française. Vous ça, rappelez peut-être à quoi sert le Conservatoire du littoral? Franck, tu disais un truc tout à l'heure que j'aimais bien. C'est quoi le Conservatoire du littoral? Le Conservatoire du littoral, il est là pour protéger le littoral pour tous et pour toujours. Ah, pour tous et pour toujours. Voilà. Pour toujours, toujours. Pour toujours, toujours. Une fois que le Conservatoire du littoral a acquis des terrains, on dit en langage technique qu'il est inaliénable. Ça veut dire que personne ne peut ni le vendre ni l'acheter. Donc il est vraiment protégé. Donc il est vraiment redonné à tous ceux qui sont curieux de nature. Voilà. C'est ça. On ne pourra jamais rien construire dessus. Ah non. Ah, sauf on pourra juste y mettre des gardes. Voilà. Et pour compléter la réponse de Dominique, un conservatoire du littoral n'existe qu'en France, mais il y a d'autres gardes, d'autres formes de garde et de ces métiers-là dans les autres pays, mais on ne les appelle pas gardes du littoral. Mais dans les autres pays, il y a aussi des gens en uniforme et qui tournent et qui sont là. Voilà. Ce que disait Dominique, c'est vraiment important, ils sont là aussi pour expliquer. Donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur d'eux. Ils ne sont pas là pour surveiller, ils sont là pour veiller à ce que tout aille bien. Oui. Et on peut aller les voir. Oui, accompagner et faire comprendre. Et oui. C'est ça, hein, c'est ça. À quelle fleur correspond celle du Conservatoire du littoral? C'est quoi la fleur? Toi, tu en as une. Ah mais non, mais vous les avez montrées. Moi, je suis jalouse, j'en ai pas, moi. Alors, c'est quoi cette fleur? Alors, je donne la parole à Claire, qui la cache avec ses longs cheveux. Alors, c'est quoi cette belle fleur? Donc ça, c'est le chardon bleu. Donc c'est une espèce qu'on retrouve principalement dans les milieux dunaires. Et donc, c'est une espèce protégée, au niveau régional, du moins en Bretagne. Après, je ne sais pas si c'est protégé dans toute la France. Elle est protégée parce qu'elle est en danger, le chardon bleu? Alors, elle a été en danger parce que beaucoup cueillie à une époque. Et donc, maintenant, ça reprend petit à petit sa place. Et donc, oui, mais après, ce n'est pas une plante de la famille du chardon. Hein. C'est une plante de la famille de la carotte. Quoi? Le chardon bleu, c'est une plante de la famille du... De la famille de la carotte. De la famille de la carotte? On apprend toujours un truc avec vous, quoi, en fait. C'est insupportable. C'est vrai, je dis pas de... Ah, super. Alors, on a une école à Banalec, le Finistère, qu'on salue, le beau Finistère. Sur combien de littoraux et de lacs êtes-vous affectés? Alors, affecté, je ne suis pas sûre on peut le comprendre peut-être de plein de manières. Peut-être combien il y a de sites du Conservatoire du littoral en France et en Outre-mer, vous diriez quoi? Aujourd'hui, on est à 900. 900 sites? Voilà, il y a 900 sites et il y en a partout. Voilà, il y en a partout sur tous les lacs et sur tous les littoraux français, que ce soit en métropole ou ailleurs, jusqu'en Guyane, à La Réunion. Et à combien on est affecté. En fait, comme c'est des grands sites et le littoral est très long, on a chacun un petit bout. Voilà. Moi, je m'occupe de 4 lacs
vous, de morceaux du littoral. On a chacun un petit bout à prendre et à gérer. Et c'est déjà beaucoup de travail. Oui, parce on que n'est déjà pas assez. C'est peut-être des petits bouts, mais c'est des petits bouts qui font plusieurs hectares, quoi. Enfin, Voilà. c'est pas toujours super facile quand même. Hein, ouais, c'est ça. Hein. Ok. Alors une autre question toute jolie. Pourquoi ne pas faire plus de zones protégées? C'est vrai? Il faut bonne chance pour répondre à ça. Pourquoi ne pas en faire plus? Parce que tout le monde n'est pas d'accord pour qu'on fasse des zones protégées. Ah. Et qu'il y a aussi besoin d'endroits pour construire, des usines. Et du coup, c'est un équilibre, encore une fois, du territoire. On est beaucoup de Français, on a tous besoin d'espace, et on a aussi besoin d'espace pour faire les activités économiques. Et c'est normal, et c'est important aussi, ça fait partie de notre vie, de notre pays. Du coup, on ne peut pas protéger toute la France. Mais ceci dit, pour répondre à la question, il manque encore des espaces protégés. C'est-à-dire que, à mon sens, à sens du conservatoire, il y a encore plein d'endroits qui mériteraient d'être protégés. Oui, c'est ça. Voilà. Ça. Une belle question. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça, une école de Bayeux qui, oh là là, les CE1, CE2, là, ils sont à fond à Bayeux. Est-ce qu'il y a des endroits en France où la biodiversité est intacte, où l'homme n'est jamais intervenu, où il n'y a eu aucune pollution? Non. Oh. Non. Même au sommet du Mont Blanc, on retrouve de la pollution. Et il n'y a pas un endroit en France où on n'est pas allé couper un arbre, faire pâturer des animaux, etc. Voilà, moi je travaille dans les Alpes depuis très très longtemps, et même dans les petites vallées au fond du fond, même sur les petites vires où c'est impossible d'aller aujourd'hui, il y a eu une époque où l'homme est allé faucher au milieu du 19e siècle, il y avait des gens partout et on mourait de faim. Du coup, on allait chercher l'herbe n'importe où. Donc les gens s'encordaient pour aller faucher sur les barres rocheuses. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'espace vierge, il n'y a pas de nature sauvage, mais c'est pas parce l'humain est allé quelque part que la nature n'est pas belle aujourd'hui. L'humain fait partie de la nature, donc c'est pas grave si effectivement on a 1000 pieds dans une forêt, on n'a pas détruit. C'est pas parce qu'on a coupé quelques arbres qu'on a tout détruit. Aujourd'hui, le conservatoire veut juste qu'on ne détruise pas tout. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas la forêt à blanc, qu'on n'arrache pas les prairies, mais il y a tout un équilibre aussi de l'action humaine sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un message derrière ça en disant que peut-être une action, ce serait comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une pelouse, mais peut-être qu'il y a un morceau qu'on arrête de tondre, c'est-à-dire laisser s'ensauvager des petits endroits pour laisser un peu de place, mieux partager l'espace. Est-ce que ça ne serait pas une action concrète que chacun pourrait... Vous en pensez quoi de ça? Dominique, tu dis quoi? Une bonne idée, effectivement. Enfin, on protège des espaces souvent remarquables parce que d'une grande richesse en termes de biodiversité ou d'espèces rares, ce genre de choses-là. Mais il y a aussi à côté de ça tout ce qui est beaucoup plus commun, ordinaire, et qui a aussi grand besoin de protection. Et du coup, on le disait aussi, mais toutes ces actions... petites, parfois qui semblent symboliques, sont utiles, sont vraiment utiles. Ouais, partager un peu l'espace, faire de la place faire de la place. C'est ce qu'on fait sur nos sites. Je voyais le film sur le sillon de Talbert. En fait, quand on protège, quand on demande aux gens de ne pas aller marcher à un tel endroit sur une dune, on fait pareil autour des lacs, c'est aussi pour que chacun puisse voir de la nature sauvage. Ouais. C'est-à-dire que quand on a le conservatoire, on essaye d'expliquer aux gens qu'il y a des endroits où on peut se promener, et puis le long de ces endroits, il y a des endroits où on demande de ne pas aller, mais c'est aussi pour que nous, on puisse en voir de la nature sauvage. Ouais, et là, en regardant par-dessus la barrière, on voit plein de fleurs, plein d'insectes, plein d'oiseaux, et on vit côte à côte. Ouais. Voilà. Et en fait, on peut faire ça dans son jardin, on peut faire ça sur son balcon en mettant juste une jardinière, en laissant pousser. Voilà, ça c'est rigolo. Voilà, à toutes les échelles, on peut faire quelque chose. C'est superbe. Une autre question, faut-il arrêter de couper des arbres ou doit-on les couper? Oh là là, vous avez des jeunes qui ont bossé, parce que... Alors, qu'est-ce que vous diriez? Assez simplement, dans nos constructions, on a besoin de
de bois aussi, on a des charpentes, on a parfois un chauffage qui fonctionne avec du bois. On a besoin en fait de ces arbres, plus que parfois les arbres n'ont pas forcément besoin de nous, de fait. Pas toujours en tout cas. Donc c'est difficile d'avoir une réponse, je trouve, tranchée à cette question. Effectivement, on a besoin de bois, ce qui implique d'en couper. Le tout, c'est encore une fois peut-être d'exploiter de manière sobre et réfléchie. Ouais, tout faire de manière raisonnable et Ouais. équilibrée, ouais, Oui. bien sûr. Une belle question. Attendez, il y en a plein partout. Peut-on construire des cabanes sur les sites du Conservatoire du littoral avec les éléments naturels que l'on peut trouver sur place? Attention à vos réponses, je sens qu'ils vont venir construire des cabanes partout. Alors que diriez-vous? Est-ce qu'on peut venir construire des cabanes sur les sites du Conservatoire du littoral avec des éléments naturels? Alors, vous diriez oui ou non? Pas facile hein, de répondre. Je dirais ça dépend et il faudrait Oui, demander c'est ça. aux gardes. Ah bon, là, tu te mouilles pas. Mais non, mais c'est ça. Mais en fait, oui, moi, autour des lacs dont je m'occupe, il y a des endroits où les enfants peuvent aller construire des cabanes, mais des petites cabanes éphémères, juste pour la saison, etc. Pas des trucs costauds. Mais il y a d'autres endroits où, effectivement, on ne veut pas, parce que, voilà, il y a des animaux à pas déranger, il y a des végétaux à pas couper pour utiliser pour construire la cabane. Voilà. Donc, en fait, la meilleure solution, c'est d'attendre de croiser un garde et puis de lui demander si on peut et où on peut. Oui. Et pourquoi, s'il dit non, pourquoi on ne peut pas? Ouais. Souvent, il y a des histoires toutes simples. Arrêtez de lancer des balles à vos chiens sur des sites parce que là, en fait, il y a des oiseaux qui reviennent de migration, qui sont fatigués, qui se reposent. Si vous les faites s'envoler toutes les 2 secondes, c'est compliqué. Il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas. Donc, en fait, c'est la meilleure solution, c'est de demander à un garde, bien sûr. Ah, c'est joli cette question-là. Est-ce que vous travaillez la nuit? Parfois. Alors pourquoi? Parfois, alors effectivement, si on va, par exemple, je pense à une espèce précise sur laquelle on travaille sur nos Hollandes, une espèce d'oiseau, l'engoulevent, qui est un oiseau nocturne. Et du coup, tous les ans, on organise au mois de juin un comptage pour savoir combien on a d'engoulevents sur nos landes. Et tous les ans, à la même date, on fait les mêmes points d'écoute pour quantifier la population d'engoulevents. Donc effectivement, étant un oiseau nocturne, on travaille la nuit. Mais tu y vas avec des bénévoles, enfin des gens comme, comme moi qui peuvent aller pour Bien sûr, écouter. bien sûr, et ouais. tu les formes pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent entendre. Voilà, alors c'est pas très compliqué, on n'a Ah pas bon besoin d'être expert pour ce genre d'opération. D'accord. Mais effectivement, c'est une ambiance, la forêt, la nuit, les landes. Trop Mais génial. c'est chouette, oui. Ah, une jolie question. Comment convaincre une municipalité? C'est pas facile, les questions qu'ils vous posent. Comment convaincre une municipalité de s'engager en faveur de la protection de la biodiversité? Est-ce que d'abord vous, c'est difficile de convaincre les municipalités ou les agglomérations ou les communes avec lesquelles vous travaillez d'aller dans ce sens-là? Franck? Alors, bon, comme on commence à avoir un peu d'expérience, je regarde Dominique et moi, c'est de plus en plus facile. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la biodiversité, elle est tellement en danger et les gens commencent à être un petit peu sensibilisés qu'aujourd'hui, quand on va voir un maire ou des élus en lui disant ben voilà, sur votre territoire, il y a un papillon rarissime, eh ben, on ne se fait plus moquer de nous. Mais moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé à travailler en disant ben voilà, il y a des orchidées. Voilà, on regardait le plafond, on se moquait de nous ouvertement. Aujourd'hui, non, les gens ont compris en fait. Et à travers les différentes générations d'élus, moi je trouve que c'est de plus en plus, ils sont de plus en plus déjà sensibilisés. Donc notre travail aujourd'hui, il est de plus en plus plutôt de leur expliquer ce que nous, on va dire, notre partie scientifique a trouvé sur les territoires communaux, dire ben voilà, c'est votre patrimoine. C'est à vous. Vous êtes les élus, vous êtes responsables aussi. Nous, on est scientifiques, on est gestionnaires, on protège, mais c'est aussi chez vous. Et je trouve que, voilà, moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus un message qui est entendu et on arrive de mieux en mieux à travailler. Dominique, tu as ce sentiment-là aussi?
Enfin, oui, effectivement. Et puis, nos élus locaux représentent aussi une population locale. Et en général, dans les programmes électoraux, on a toujours effectivement une part de nature, d'environnement qui est affichée. Donc, à un moment, le message, j'ai l'impression aussi qu'il est davantage porté politiquement que par le passé. Il y a un intérêt de plus en plus Voilà. important à la protection. Mais oui, du c'est coup, clair. je pense qu'à la base, ça s'appuie d'abord sur les citoyens qui élisent en même temps les élus, et donc du coup qui doivent eux aussi être plus qu'à l'écoute, doivent aussi faire remonter leurs considérations auprès des élus. Du Ouais, coup, bien sûr. Bien sûr. Alors une question, je vois le temps qui passe, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que des espèces végétales peuvent disparaître si on construit plus de maisons? Question qui nous vient de la Gironde. J'ai envie de dire, Oui, il y a des chances que il y a des chances. si elles n'ont plus leur habitat naturel, oui, elles n'ont plus d'endroit où s'épanouir. Donc, Ouais, c'est aussi simple que ça, quoi. par exemple, on peut imaginer une espèce très rare qui ne vivrait qu'à un endroit. Voilà. Si on cet pense- endroit disparaît, l'espèce disparaît avec. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. et l'insecte qui en dépend aussi peut disparaître. C'est ça. après, Et l'oiseau qui avait l'habitude de manger cet insecte. de manger cet insecte et de se retrouver en danger. Enfin, c'est vraiment un domino, quoi. L'un tombe, ça en fait en tomber un autre, qui a un autre, et un autre, et un autre. Et moi, j'ai déjà eu des aménageurs qui m'ont dit, mais on n'a qu'à la mettre ailleurs. Puisque nous, il faut qu'on construise notre bâtiment là, on n'a qu'à mettre l'espèce ailleurs. Mais ça ne marche pas comme ça, la nature. L'espèce, elle est là parce que le vent, il est dans ce sens-là, parce qu'il y a telle humidité, etc. Donc, on ne peut pas déplacer. Donc, en fait, c'est à nous, humains, d'être assez intelligents pour respecter la nature là où elle s'est installée, là où les choses se sont adaptées. C'est ça. Et c'est ça, c'est un message qui est encore difficile à Ouais, faire ça, c'est comprendre. difficile. Difficile, cette idée de partager et de laisser de la place à. Voilà. Difficile, ouais, super. Allez, une petite dernière question. Enfin, je vais essayer d'en faire 2 ou 3 autres. Que faites-vous des animaux blessés? Vous trouvez des animaux blessés sur les sites? Il y en a? On a eu un très bon exemple le week-end dernier. On a eu 2 dauphins assez échoués sur la réserve. Il y a eu 2 dauphins qui se sont Oui, échoués. alors dont un qui est malheureusement mort, mais un qu'on a pu remettre à l'eau donc en partenariat avec les pompiers, la SNSM, la gendarmerie maritime. Donc on a pu remettre un dauphin qui est reparti, qui pour l'instant a l'air d'être... qui ne s'est pas rééchoué à nouveau. Donc on suppose que tout va bien. Mais du coup, oui, ça arrive. Et pour des oiseaux aussi, qu'on peut renvoyer vers des centres de soins comme la LPO. D'accord. Ça arrive. En fait, vous aussi, c'est-à-dire que vous êtes en contact avec des associations, plein de Oui, c'est personnes, des partenaires qui aident à traiter tous ces cas particuliers. Oui, oui. Toi, ça t'est arrivé aussi, Dominique? Oui, ça arrive ponctuellement. Oui, des fois, on sert d'intermédiaire aussi. Il y a des gens qui ne savent pas trop quoi faire de l'animal qu'ils ont trouvé. Donc, du coup, ils nous le ramènent. Donc, souvent, on sert d'intermédiaire vers le centre de soins de proximité, quoi. Ouais. D'accord, ok. Une bonne idée, en tout cas. Ouais. Toujours se rapprocher de vous, quoi, en clair. C'est clair. Ouh là là, il y en a tellement. Est-ce que le Conservatoire du littoral est consulté pour les demandes de nouvelles constructions sur le littoral? Chou, bah dites donc. Alors, Franck, tu sais répondre à ça? C'est pas notre métier, en fait. Notre métier à nous, c'est de protéger ce qui n'est pas construit. Et il y a effectivement une partie de la loi littorale, pour protéger le littoral, qui réglemente l'urbanisation, donc la construction des maisons. Et ça, c'est les élus et d'autres services de l'État qui s'en occupent. Ah oui, donc vous ne vous occupez pas de cela. Non. Vous, Conservatoire du littoral, ça veut dire que c'est un terrain sur lequel on ne peut plus construire Voilà. rien. Pour jamais, pour toujours, plutôt. Ok. Concernant alors une école qui nous dit, concernant les déchets retrouvés, pensez-vous que c'est possible qu'ils viennent de l'autre bout de la planète? Alors ça dépend où on se trouve sur le littoral. Claire, qu'est-ce que tu dirais, toi? Oh bah oui, on le voit bien sur les étiquettes de certains déchets. On a des déchets qui arrivent de l'Asie, de la Grande-Bretagne. Donc oui, forcément, il y a les courants qui les ramènent de loin. Après, il y a aussi les pertes peut-être de déchets par bateau, qui du coup transportent certains déchets. Mais oui, ça vient de partout. Ouais. Et dans tous les cas, de toutes les manières,
l'inattention de l'homme qui ne fait pas attention à ce qu'il rejette, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, je vous propose, parce que ça file quand même très très vite, il nous reste un autre petit sujet. Alors, on va aller voir, cette fois-ci, on va toujours être dans les Côtes d'Armor, on va aller sur l'abbaye de Beauport. Alors, l'abbaye de Beauport, c'est pas très très loin, vous pouvez voir sur la carte, finalement, Sion-Talbert, maintenant vous le voyez, il est plus au nord, et puis là, maintenant, on est redescendu un petit peu. Finalement, on a l'estuaire du Trieux, Tombureau, qui est entre les deux. L'abbaye de Beauport a un espace absolument magnifique. Et là, on va parler tout simplement. Donc, l'abbaye de Beauport, c'est un lieu incroyable, vraiment incroyable, qui est pareil, d'une beauté à couper le souffle, vraiment. Et on va évoquer un sujet tout simple, une action toute simple. Il n'y a pas d'espèce remarquable. Il n'y a pas de petit oiseau, de gravelot à collier interrompu, il n'y a rien de remarquable. Il y en a certainement aussi un petit peu, mais en tout cas, on va vous parler d'une biodiversité tout à fait ordinaire. Et ce qui a été fait et que tout le monde peut faire pour protéger cette biodiversité ordinaire, on va vous montrer un film là-dessus. Je m'appelle Jacques Aduris, je suis garde du littoral à l'abbaye de Beauport, donc à Paimpol. Garde du littoral, son objectif, sa fonction, c'est de gérer au mieux un espace naturel. Ici, donc, on a le côté bâti avec l'abbaye de Beauport qui court sur 2 hectares, mais il y a aussi les 120 hectares de forêt et d'espaces naturels qui jouxtent donc l'abbaye de Beauport. Donc là, on est dans le jardin clos de l'abbaye de Beauport. Alors cet espace-là, il est intéressant parce que les murs ont été refaits, ont été remontés. Ils ont inclus des nichoirs. L'idée, c'était de ne pas rendre hermétique aux oiseaux les murs. Donc on a recréé des habitats en fait, pour que les oiseaux puissent nicher à l'intérieur des murs. On a aussi pensé aux serpents et lézards qui peuvent traverser le mur, parce que les pieds de mur ne sont pas hermétiques non plus. Alors, il y a des passages pour qu'ils puissent naviguer entre les 2 espaces. Les chauves-souris ont toute leur place ici aussi dans l'abbaye. Alors il y a eu, pendant la reconstruction encore une fois, il y a eu des nichoirs d'installer sous les combles pour que les chauves-souris retrouvent des refuges et puissent y passer les journées. Le plus important, c'est de garder en fait toutes les espèces présentes ici et de faire en sorte qu'elles trouvent un espace de refuge. Plus il y a de refuges, plus les espèces s'y trouvent bien et restent surtout. Donc c'est important pour la biodiversité d'avoir tous ces espaces-là aménagés. Le public doit comprendre que chaque espèce, même s'il a mauvaise pub, a sa place autour de nous. Et c'est pour ça qu'ici on essaie de garder une multitude de milieux. Protéger la biodiversité, c'est aussi laisser des espaces comme ici, où le lierre pousse tranquillement. Donc tout cet espace, c'est un hôtel pour les insectes, les oiseaux, et aussi un hôtel-restaurant parce que le lierre permet de fournir des graines aux oiseaux l'hiver, et donc un refuge intéressant et important. On n'a pas obligé de faire des grosses actions, des petites actions comme celle-ci, laisser place à la biodiversité dans nos espaces. C'est pour moi déjà faire un grand pas vers la protection de toute cette biodiversité qui est commune au final, mais qu'il faut protéger, qu'il faut garder dans notre environnement. Voilà, vous avez vu à Beauport, d'abord c'est super joli, mais voilà, c'était un message que je trouvais très très important pour la fin de cette émission, de dire que protéger la biodiversité ordinaire, peut-être que tout commence par là, donner le gîte et le couvert aux plantes,
à toute cette biodiversité, aux animaux, à la faune, flore, juste s'assurer que finalement chacun peut trouver un endroit où se reposer, ou dormir, ou faire un nid, ou passer, ou marcher, ou circuler, ou manger. Déjà ça, c'est super important. Donc l'histoire de la petite pelouse que l'on arrête en partie de tondre, ce qui permet aux papillons de venir, de trouver des petites fleurs, de laisser des petites fleurs qu'on n'avait jamais vues dans sa pelouse pour pousser, tout commence en fait par là. Pensez à protéger aussi cette biodiversité ordinaire. Je pense que vous ne saviez peut-être pas qu'en effet, les cédulières, c'est tellement important. C'est juste un réservoir à tout, un réservoir à insectes et qui est un très très bon garde-manger pour les oiseaux. Voilà, des toutes petites actions qui peuvent aussi être tellement, tellement importantes. Voilà, on n'arrive pas très très loin de la fin de cette émission. Je vais essayer de traiter 3 autres questions. Est-ce que les grosses tempêtes peuvent abîmer le littoral? Dominique, allez. Oui, enfin, effectivement. Après, une grosse tempête sur une forêt littorale, comme sur laquelle je travaille, peut avoir un effet sur enfin, voilà, des grosses chutes d'arbres. Voilà. Après, il y a aussi toujours un côté un peu résilient, finalement, de la nature qui, après des événements climatiques comme ça, réussit voilà, à se reconstituer. On bénéficie d'un reprendre le dessus. Ouais. Une autre question, peut-être pour toi, Claire, est-ce que le Conservatoire du littoral peut demander la démolition d'un bâtiment? Oui, alors on a un cas concret chez nous, du coup. L'année dernière, le Conservatoire a racheté un bâtiment sur du domaine public maritime. Et donc ce bâtiment est voué à être démoli du coup en fin d'année, voire début d'année prochaine. Ça peut paraître paradoxal d'investir des sous pour détruire, mais en même temps c'est l'idée de rendre aussi à la nature finalement un espace sur lequel on a construit alors que voilà, c'est du domaine maritime. Qu'il ne fallait pas construire initialement. Voilà, c'est ça. Super, super. Sur les lacs aussi, ça se produit? Oui. Et effectivement, pour ne priver personne du bâtiment, le conservatoire est capable de l'acheter pour le... Alors nous, on dit pour l'effacer. Ah, c'est joli, pour l'effacer du paysage. Voilà. Super. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a de la pollution dans le fond de la mer? Et oui. Et oui, parce que il y a beaucoup de choses qui flottent, qui finissent par couler. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on a... mais c'est au fond des lacs, c'est pareil, en fait. On se rend compte que y a des couches de sédiments, ça, les élèves ont dû l'apprendre, qui s'accumulent au fond de la mer. Et les géologues qui étudient ces épaisseurs de sédiments, ils parlent de l'anthropocène, donc les couches qui, finalement, où on est capable de signer en disant, voilà, depuis que l'humain est suffisamment puissant avec toutes nos machines, etc., depuis 200 ans, on va dire, on est capable d'avoir tellement modifié toute la nature que ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a des couches aujourd'hui où, dans 10 000 ans, on verra la couche de l'humain. Ah, ça, c'est terrible. C'est la nature. Votre dernier message, tous les 3, à toutes ces classes qui ont écouté, à toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, mais parce que je sais qu'il y en a des centaines. Mais voilà, ça passe trop vite. Votre dernier message, une action maintenant tout de suite pour protéger la biodiversité, ce serait quoi pour vous? Allez. Prendre soin de ce qu'il y a autour de nous, vraiment. Et voilà, la nature est globalement belle, malgré tout ce qu'on a pu dire sur des dysfonctionnements. Mais voilà, il faut quand même garder, je pense, une belle touche d'optimisme. Super. Claire, qu'est-ce que tu dirais? Peut-être d'apprendre à mieux la connaître, comme on disait tout à l'heure, de sortir peut-être pour apprendre à la découvrir et à mieux la protéger. Super. Franck? Voilà, il faut y aller. Il faut aller dans la nature et il faut en profiter. Et puis, voilà, faire un petit peu le petit geste que chacun a envie de faire. Mais tout compte. Ah, c'est très joli. Écoutez, merci mille fois d'avoir écouté cette émission que vous allez pouvoir retrouver, bien entendu, sur le site du Conservatoire du Littoral. Merci mille fois à vous 3 pour toute cette patience, tout le temps passé sur le terrain, tout l'optimisme que vous avez, toute cette volonté, cette détermination absolue à protéger ce qui est entre vos mains et à faire découvrir les merveilles en fait naturelles, ce qui est le meilleur moyen de donner envie de protéger.
Un très très grand merci à toute l'équipe du Conservatoire du Littoral pour tout le temps passé à trier des centaines de photos, etc. Un immense merci à l'équipe technique. Vous ne les voyez pas, ils sont très très sages. Moi je sais qu'ils sont par là et ils soutiennent très très fort toute cette émission. Voilà, donc je ne les remercierai jamais assez. Et je garderai le grand merci de la fin pour la Fondation Procter & Gamble, sans qui ces films n'auraient pas pu être tournés, cette émission n'aurait pas pu être faite. Merci pour votre passion. On espère que maintenant, vous allez vraiment prendre soin de cette biodiversité et que vous allez agir au concret juste à côté de chez vous. À bientôt.